Good morning tout le monde. T'es-tu déjà demandé quels étaient les meilleurs paramètres pour la photographie de tous les jours et la photographie de rue? Écoute, dans cette vidéo, je vais partager avec toi tous les derniers paramètres que j'utilise et pourquoi. Cela fait des années que je raffine les choses, donc accroche-toi. Si tu es prêt, on se lance tout de suite, on va tout couvrir ensemble. Bienvenue, je viens tout juste de shooter à New York et de conduire un workshop avec des participants qui ont posé pas mal de questions sur les réglages. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de se faire un gros rappel ensemble. Je vais aller voir tous les paramètres un à un avec toi et je vais t'expliquer pourquoi j'utilise, dans quelles circonstances et vraiment mon setup idéal. En fait, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode à suivre pas à pas pour développer ton œil de photographe, pour améliorer tes compétences et prendre des photos dont tu es fier, quel que soit ton matériel. Ça a marché pour des milliers de participants à travers le monde et depuis des années, je t'invite à regarder dans la description, il y a un petit lien pour rejoindre la prochaine session. Et sur cette chaîne YouTube, je partage gratuitement des tutoriels et des aventures photographiques. Donc abonne-toi si tu veux voir la prochaine et n'oublie pas de laisser un petit pouce si tu aimes la vidéo. La première chose que je règle sur tous les appareils, le plus important, c'est mon autofocus. Pourquoi l'autofocus? Parce que ça va déterminer si mon image est nette ou pas, si mon sujet il est net dans l'image ou pas. Alors, dans 90% des cas, 99 j'ai envie de dire, je suis en autofocus AFC. AFC c'est pour autofocus continu, ça veut dire que tant que j'engage mon autofocus, l'autofocus va se refaire de manière continuelle lorsqu'un sujet se déplace. Par exemple, s'il se déplace vers moi, le sujet va être constamment remis au point. Mais ça en contraste avec le mode AFS, qui est un mode qui va faire la mise au point une seule fois, donc autofocus single, et une fois que c'est engagé sur le sujet et ça ne se refait plus, le mode AFS, il est très bien pour faire ce qu'on appelle focus recompose, c'est-à-dire une recomposition après une mise au point. Je viens faire ma mise au point sur ce sujet et après je recadre et on appuie, on prend la photo, d'accord? Lorsque l'on reçoit un nouvel appareil photo et pour la plupart des gens, les appareils sont réglés avec une mise au point avec le déclencheur. Quand on appuie à moitié le déclencheur et on se retrouve à faire la mise au point. Et c'est quelque chose que je n'utilise pas parce que j'utilise la méthode Back Button Focus, BBF, c'est-à-dire qu'on fait la mise au point avec le bouton à l'arrière. Comment ça marche? C'est simple. Au lieu d'avoir la mise au point à mi-course du déclencheur, qu'est-ce que je fais? Je désactive la mise au point par le déclencheur et je la fais uniquement la mise au point par le bouton à l'arrière. Donc quand j'appuie sur mon petit bouton AF on, mon autofocus s'enclenche et se fait continuellement. Et à partir du moment où je vais lâcher ce bouton iPhone, et ben la mise au point reste là où elle a été faite la dernière fois, ce qui me permet de recomposer mon image et d'appuyer uniquement sur le déclencheur sans remodifier ma mise au point. C'est extrêmement pratique, je l'utilise tout le temps. Surtout dans les cas où on a une image bien géométrique, par exemple quelqu'un qui va passer contre un mur, j'appuie simplement là où je sais que mon sujet va être et je relâche et une fois qu'il passe, j'appuie sur le déclencheur. Voilà, j'espère que ça a du sens, j'ai une vidéo détaillée là-dessus. Maintenant, il y a des cas où ça devient compliqué et pour ça, ça va être les 2, 3, 5% où je passe en manuel focus, en focus manuel ou en DMF. DMF qui est un mode où tu as toujours ton autofocus quand tu le veux, mais à partir du moment où tu tournes ta bague de mise au point, en fait, l'appareil passe en mode focus manuel. Et si tu rappuies sur ton autofocus, eh ben, il va repasser en autofocus. Donc, je passe en manuel focus lorsque j'ai des scènes compliquées, par exemple en basse lumière ou pour la photo des étoiles. Et ça, c'est pas trop de la photo de rue, mais si je suis en train de prendre un portrait, tu vois, avec des néons, et ben, je vais passer en focus manuel. Je vais faire ma mise au point bien sur les yeux, surtout si je suis avec une ouverture grande ouverte, genre f1.2, f1.8. Manuel focus extrêmement précis pour ça. Pareil, tu peux l'utiliser aussi pour faire ton pré-focus à un endroit spécifique si c'est compliqué à trouver. Bien entendu, il faut parler de la zone d'autofocus. Où est-ce que je fais mon autofocus? Sur quelle zone? Alors pour ça, dans 95% des cas, je suis en zone spot tracking. Tracking S, petit spot. Pourquoi? Ce mode me permet
de bloquer sur un sujet, d'accord, quand j'appuie sur mon bouton iPhone, et de le suivre pendant qu'il se déplace dans l'image. Et pourquoi un spot tout petit? Parce que je vais être très intentionnel dans où est-ce que je fais ma mise au point. Mais il y a un autre mode que j'utilise dans 5% des cas, ça va être le mode large, et c'est l'appareil qui va décider où va faire sa mise au point. Alors, quand est-ce que c'est utile? C'est utile dans des cas où je ne vois pas ce sur quoi je fais une mise au point. Par exemple, si je shoot comme ça, au niveau de l'épaule, ou discrètement sur le côté, ou en bas, ou un passage piéton, comme ça en contre-plongée, et que je ne sais pas où je fais ma mise au point, je vais justement demander à l'appareil de lui faire la mise au point, en espérant qu'il fasse la mise au point sur un sujet qui m'intéresse dans l'image. J'utilise le mode large que dans ces cas-là. Personnellement, je préfère être intentionnel avec un petit point de focus et toujours le mettre exactement là où je veux. Maintenant, les appareils modernes nous permettent aussi de traquer des sujets, c'est-à-dire de détecter plutôt des sujets dans une image. C'est extrêmement important, extrêmement utile et on peut régler si on veut des humains, des animaux, des insectes, des avions, enfin bref, il y a plein de choses possibles. Je l'utilise surtout pour les humains et les animaux, mais la manière dont je l'utilise est assez précise, c'est-à-dire que je désactive le fait que les visages ont la priorité dans toute l'image afin de m'assurer que les visages ont la priorité que lorsque je les mets dans mes zone de focus. Pourquoi? Parce que si je mets mon point de focus sur une tasse et qu'il y a un visage derrière et que j'appuie sur l'iPhone et qu'il y a cette priorité au visage, ça va faire la mise au point sur le visage et non pas sur la tasse. Encore une fois, si tu ne sais pas ce qui se passe, désactive sous les trucs automatiques comme ça. D'accord? Les appareils gèrent ça différemment et je te conseille vraiment de regarder à la limite au manuel pour être sûr de réussir cette partie. Mais moi, en gros, j'ai détection des yeux en priorité, oui, mais ça ne se produit que dans mes zones d'autofocus. Maintenant, l'avantage et la manière que je le fais pour justement que je n'ai pas besoin de déplacer un point de focus si j'ai un humain qui passe dans l'image et que je veux pouvoir me faire ma mise au point directement sur les yeux et les détecter, je règle le bouton sur l'objectif ici pour la mise au point des yeux. À partir du moment où j'appuie sur ce bouton, cela va chercher des visages ou un animal, ce que j'ai décidé finalement qu'on devait traquer comme objet, détecter comme sujet. Cela va tout de suite chercher ce sujet dans l'image, où que soit mon point de focus. Maintenant, on doit passer au deuxième paramètre important qui va être le mode de prise de vue de l'appareil. Alors pour ça, on en a plusieurs. On a M, S, A et P. Dans 85% des cas, j'utilise le mode A. Priorité à l'ouverture. Alors, l'ouverture, pour moi, est un des paramètres créatifs ultra important qui va me permettre de contrôler ma profondeur de champ dans l'image. C'est quelque chose que je contrôle en permanence. Je ne shoote pas tout à f1.8 en voulant avoir du bokeh. Des fois, je shoote des choses à f8 pour justement intégrer beaucoup de contexte dans une image. Plus ton ouverture va être grande et plus tu vas avoir une profondeur de champ faible, ce qui veut dire que ton arrière-plan va être bien flouté et ça va te permettre de voir ton sujet plus facilement. Et plus ton ouverture va être fermée et plus tu vas avoir de profondeur de champ, plus tu vas avoir d'informations dans ton image. Donc, avec ce mode, personnellement, je contrôle ma profondeur de champ et je décide en fonction des situations qu'est-ce que je veux mettre dans mon image ou pas. À savoir, pour les photos un petit peu discrètes où je les prends basses, où je regarde pas trop ce que je fais et c'est un petit peu compliqué, je vais prendre des photos avec une ouverture autour de f8, f7, puisque ça va me donner une bonne profondeur de champ et j'aurai beaucoup plus de chance d'avoir un sujet net si j'ai 10 mètres de profondeur de champ que si j'ai 10 cm. Si tu connais un petit peu ton triangle d'exposition, si tu le connais pas, j'ai une vidéo sur toutes les bases de la photo que tu peux regarder après. Mais en gros, on a deux autres paramètres qui vont être contrôlés par l'appareil de manière complètement automatique, qui sont la vitesse d'obturation et les ISO. En mode Aperture Priority, tu t'en occupes pas du tout, mais afin d'éviter des déboires, tu peux régler une vitesse minimum d'obturation, ce qui va te sauver la vie dans plein de circonstances. Cette vitesse minimum d'obturation veut dire à l'appareil ne descend pas en dessous d'une certaine vitesse, quoi qu'il arrive, ou alors fais tout pour ne pas descendre en dessous. Personnellement, le soir, ou alors si ce sont des sujets qui bougent lentement, 1/125e de seconde, ça va me suffire en vitesse minimale. Pour tous les jours, les gens qui se déplacent plus vite, un vélo, etc., 250e en général. Et au-delà de 1/500e à 1000e, si je fais les photos où les sujets se déplacent très vite et j'ai vraiment besoin de les figer. C'est un petit peu ma règle d'or pour mes vitesses minimum d'obturation. Maintenant, dans 5 à 10% des cas, je vais utiliser le mode S, qui est le mode de priorité à la vitesse d'obturation. Alors, on vient de parler de la vitesse d'obturation, mais en gros, si tu ne veux pas t'occuper de ton ouverture, tu peux te mettre en mode S ou TB qui va te permettre de régler uniquement ta vitesse d'obturation et
ainsi de t'assurer que ton sujet soit bien figé ou au contraire, parce qu'encore une fois, ça va être un joli choix créatif à faire, si tu veux ton sujet en flou ou si tu veux des traînées lumineuses, c'est un mode qui va te permettre de faire ça sans avoir à te poser des questions sur le reste. Donc, si je fais par exemple du panning, c'est-à-dire un filet, je vais me mettre à par exemple 1/15 de seconde en mode priorité à la vitesse d'obturation, tac, et je vais prendre ma photo, récupérer un effet plutôt cool et tout ça sans avoir eu à régler l'ouverture ni les ISO. Maintenant, je vais utiliser le mode manuel pour contrôler mon ouverture et ma vitesse d'obturation en même temps, les deux. Et bien souvent, je vais laisser mes ISO en auto. Et les ISO, encore une fois, on peut régler une plage max si besoin, mais moi, même shooter à ISO 32000 de nos jours, ça me gêne pas trop, sauf sur certains appareils. On est en train de couvrir beaucoup de choses. J'ai une petite fiche de réglage gratuite que tu peux télécharger, mettre sur ton téléphone si besoin. Et lorsque tu es sur le terrain, en fonction des situations, tu auras quelques conseils et paramètres à utiliser. Je te laisse un petit lien dans la description. Tu peux télécharger ça tout de suite. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce que tu fais si tu veux être rapide et tu veux adapter tes expositions en fonction des scènes qui peuvent être par exemple très contrastées. Tu veux justement faire ressortir ce fort contraste. On a des hauts de lumière, des sombres qui sont fortes. Comment est-ce qu'on fait pour le faire rapidement sans avoir à se balader à travers tous nos menus et régler l'ouverture, blablabla? Et bien pour ça, on doit parler du troisième paramètre très important pour moi qui va être le mode de mesure. Le mode de mesure de lumière permet à l'appareil de savoir comment mesurer la lumière afin de régler les paramètres pour avoir une exposition correcte. Personnellement, je suis en mode de mesure multi tout le temps. C'est un mode de mesure qui mesure toute l'image et c'est l'appareil là qui va décider à peu près de créer quelque chose d'équilibré au niveau des paramètres pour exposer de manière équilibrée. C'est-à-dire que tes ombres ne vont pas être trop fortes, les hauts de lumière ne vont pas être trop fortes et avec tous les logiciels de retouche de nos jours, quand je vais sur Lightroom, quand je mets les presets et que je retouche et que j'affine un peu les choses, je peux toujours retrouver le look que je cherchais dans mon appareil, même si mes ombres sont un petit peu relevées et mes hautes lumières sont un petit peu cramées. J'ai quand même pas mal de marge de manœuvre dans les réglages en post-production. D'accord? Par contre, encore une fois, il y a des cas où j'ai envie d'avoir un résultat aussi proche de la réalité ou alors vraiment comme je l'ai en tête sur le terrain. Et pour ça, je vais utiliser la petite astuce de régler un bouton pour le mode AEL qui est Auto Exposure Lock, qui nous permet de régler l'exposition automatique et de la bloquer. Et au lieu de la bloquer en appuyant continuellement sur le bouton, ce qui peut être compliqué si on doit appuyer continuellement sur ce bouton et sur le bouton AF on en même temps, ça fait deux boutons avec un pouce, ça fait un petit peu trop pour moi. On peut le régler pour le mode toggle, c'est-à-dire que ça va l'enclencher ou le désenclencher. Donc tu appuies une fois dessus, ça l'enclenche, tu rappuies une fois dessus, ça le désenclenche. Maintenant, quelqu'un dans la communauté sur la chaîne anglaise a partagé une super astuce qui est d'utiliser ce mode-là avec aussi ce qu'on appelle le mode AEL toggle, mais avec du spot metering. C'est-à-dire que on va passer d'un mode de mesure multi qui englobe toute l'image à un mode de mesure ponctuel juste en appuyant dessus. Donc ça va mesurer la lumière juste à ce petit point au centre de l'image. Ça m'a sauvé pas mal de photos dernièrement et j'ai trouvé que c'est effectivement une méthode qui est plus rapide que ce que je faisais avant. Maintenant, il y a deux choses dont on doit parler. La compensation d'exposition sur la petite réglette là que tu peux faire soit sur ton appareil, soit avec les menus. C'est très pratique. Quand tu es dans les modes où il y a un paramètre qui est en automatique, ça va te permettre de dire à l'appareil, écoute, fais ce que tu fais, mais surexpose de 1 stop ou sous-expose de 3 stops. C'est finalement deux manières différentes de faire la même chose. C'est à toi de décider. Personnellement, j'utilise les deux. Quand j'ai besoin de sous-exposer toute ma scène tout le temps, je vais utiliser la réglette. Et si c'est juste sur un moment précis, je vais utiliser le AEL. Alors, si ça t'est déjà arrivé d'avoir des images complètement faussées au niveau exposition parce qu'il y avait des visages dans l'image, il y a une option qui s'appelle priorité au visage. Et si tu le laisses on, à chaque fois qu'il y aura un visage dans l'image, ça va faire la prise de lumière ou plutôt la mesure de lumière pour exposer pour ce visage et non pas pour ce que tu as décidé pour toute ta scène. Et ça fausse tellement de gens. Je l'ai vu de manière régulière, ça m'a déjà faussé plein de fois. Donc, assure-toi de le désactiver. En tout cas, moi, je le désactive tout le temps. Passons au quatrième setting, la qualité de l'image. Alors,
Personnellement, je shoot tout en RAW parce que ça me permet d'avoir le plus de flexibilité dans ma retouche après. Je shoot en RAW compressé parce que personnellement, je n'ai jamais vraiment vu la différence avec du non compressé. Ça prend moins de place et je retiens toute l'information qu'il me faut. Je vais mettre mes presets, faire mes ajustements et ça va ressembler à ce que je veux. Si je shoot en JPEG, il y a plein de choses que je ne peux pas faire et surtout, j'ai beaucoup moins de marge de manœuvre après. Alors, ça va donner un petit peu plus de travail, bien sûr, mais je vais te donner une technique à la fin qui va te permettre d'économiser pas mal de temps pour que dès que tu rentres chez toi, tu sois déjà prêt avec les meilleures photos de ta journée. Et shooter en RAW te permet d'ignorer le 5e paramètre qui est la balance des blancs. La balance des blancs, c'est simple, je la laisse en auto white balance, en balance des blancs automatique tout le temps. Pourquoi? Parce que quand tu shootes en RAW, tu vas pouvoir régler ta balance des blancs après avoir pris ton image. Donc ça n'a aucune importance. Par contre, si tu shootes en JPEG, eh ben non, ta balance des blancs est figée pour toujours. Si tu veux la rendre un peu plus jaune ou un petit peu plus bleue, tu peux, mais ce sera comme si on n'avait pas un par-dessus. Alors que changer la balance des blancs sur une image en RAW, ça nous permet d'avoir toute la flexibilité comme si on était sur le terrain, de régler les choses, mais après. Donc, j'utilise la balance des blancs automatique quasiment tout le temps. Et juste quand j'ai envie d'avoir un rendu plus paisible à l'œil dans mon appareil, eh ben, je vais changer cette balance des blancs et la mettre, par exemple, à ombre ou alors nuageux si je suis un coucher de soleil ou un lever de soleil, juste pour avoir des tons un petit peu plus chauds, des tons un peu plus orangés pour avoir le rendu dans l'appareil. Franchement, les appareils font un job incroyable de nos jours pour avoir une bonne balance des blancs. Voilà pour la balance des blancs. Maintenant, 6e paramètre, l'entraînement. Je shoot en single shot, c'est-à-dire en photo une à une à chaque fois que possible. C'est-à-dire que dès que j'appuie sur le déclencheur, ça prend une photo. Pourquoi est-ce que j'essaye autant que possible de rester en une photo à chaque déclenchement? Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec 250 000 photos à trier après de la même chose avec la tête qui fait juste ça ou une feuille qui bouge de droite à gauche et de gauche à droite ensuite. Parce que tout d'un coup, je me retrouve avec trop de choix à faire et je t'avoue que c'est un petit peu trop. Et dans le reste des cas, je me mets en rafale. Pourquoi? Afin d'avoir un mouvement, par exemple, des jambes qui est exactement celui que je veux, si les gens se déplacent vite. Je ne sais pas si tu as déjà vu la différence entre une personne avec les jambes en triangle et une personne avec les jambes qui sont finalement l'une derrière l'autre. Sur une photo, c'est assez drastique. Tu vas avoir un dynamisme pour ceux qui ont les jambes en triangle qui est assez incroyable dans l'image, alors que lorsqu'elles se superposent, eh ben, ça se voit beaucoup moins. On a presque l'impression que la personne est statique. On n'a pas cette impression de mouvement. Donc, mode rafale me permet d'avoir ça. Encore une fois, si je fais des filets, je vais me mettre en mode rafale. Voilà. Ça va dépendre un petit peu des scénarios, ou alors si je ne sais pas ce que je fais, que je ne vois pas ce que je fais, pardon, je vais me mettre en mode rafale et je vais espérer récupérer quelque chose de bien. Mais dès que je suis très intentionnel et que je sais exactement ce que je vois et ce que je fais, je me mets en mode une photo, un déclenchement. Maintenant, dernier paramètre qui m'a fait gagner un temps fou entre le moment où je shoot et où je suis capable de publier quelque chose, ou plutôt de revoir, c'est de régler un bouton pour ajouter une note à ces images. Et c'est hyper important, surtout en photo de rue, photo de voyage, tous les jours où tu es constamment avec ton appareil et tu n'as peut-être pas l'occasion de retourner à ton ordinateur. Qu'est-ce que je fais? Je règle ce bouton de notation sur mon appareil pour que je puisse revoir toutes les photos pendant que je suis dans le transport, comme ça. Et je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et ça va me permettre de noter de 1 à 5 ou de 0 à 5 étoiles mes photos, afin que dès que j'arrive à la maison, hop, toutes ces notes, elles sont sauvegardées. J'ouvre Bridge et toutes les photos déjà notées, je les filtre et je les importe ensuite dans Lightroom. Ça me fait gagner beaucoup de temps et si je veux ne pas passer par l'ordinateur, je peux aussi filtrer à l'arrière de l'écran directement toutes les photos qui ont été notées et n'envoyer que ces photos filtrées avec des notes sur mon téléphone pour aller encore plus vite. Après, une fois sur Lightroom, je mets mes presets, je fais des ajustements si besoin, j'exporte et c'est terminé. Je peux publier, l'imprimer, me faire plaisir avec les photos. Ouf, ça fait beaucoup, mais ne t'inquiète pas, si tu veux aller plus loin, tu peux regarder cette vidéo sur certains paramètres ou celle-là. Et je t'invite à rejoindre la prochaine session de la formation 30 jours pour des photos pro qui va te permettre pas à pas de développer ton œil de photographe au-delà des paramètres et de prendre des photos que tu aimes, quel que soit ton matos. N'oublie pas, le plus important, c'est de sortir, prendre des photos et c'est quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!